Hey guys, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, intro. Alors, après un an en Corée, j'en dis quoi? Mon retour d'expérience, étudiante en échange universitaire, mes pires comme mes meilleurs moments, je vous dis tout dans cette vidéo, on peut pas trop durer l'intro, c'est parti. Donc pour contexte, j'ai actuellement 21 ans. Je suis partie en échange universitaire en 2024, septembre 2024 pour être exact, pour une durée d'1 an. Je faisais une LEA anglais, coréen, japonais et c'est dans le cadre de cette licence que je suis partie faire mon échange dans une université coréenne. Alors, j'ai pas posté depuis 10 mois, donc actuellement je fais mon retour un peu tard, mais je suis rentrée en août 2025. Donc j'ai vraiment vécu 1 an sur place, parce que je suis arrivée en août 2024, pour être exact. Et j'ai vécu là-bas sans repartir en France une seule fois, donc ouais. Le but c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience honnête, de répondre à un max de questions et de vous dire tout sur mon échange, ce que j'en ai pensé. N'oubliez pas que c'est un retour d'expérience, donc c'est personnel, c'est subjectif. Ce que je dis ne s'applique pas à tout le monde, les expériences sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc voilà, c'est pas une vérité générale, mais ça permet au moins d'apporter un témoignage en plus. Mais ne prenez pas ma vidéo comme vérité absolue. Donc, petit contexte rapide de comment ça s'est fait. Comment j'ai réussi à partir en Corée du Sud en échange universitaire. Donc j'étais à l'université Le Havre Normandie, en licence du coup comme j'ai dit précédemment, LEA anglais, coréen, japonais, donc 2 langues asiatiques. Et je suis partie en Corée du Sud parce qu'on pouvait se permettre de faire une année d'échange universitaire dans un pays asiatique qui est relié à une des langues que l'on apprend. Alors j'ai pas choisi le Japon parce que c'était pas ma langue principale et que c'était pas le pays dans lequel j'avais le plus envie de partir. J'ai donc choisi la Corée du Sud. On pouvait partir soit un semestre, soit 2 semestres. Moi j'ai choisi 2 semestres parce que je trouve qu'un semestre ça passe très vite et effectivement j'avais pas si tort que ça mais on y reviendra plus tard. Et donc je suis partie avec un niveau de coréen pas forcément hyper élevé. Je savais à peu près me débrouiller sur les trucs vraiment basiques mais j'avais pas non plus un niveau de coréen incroyable. On va dire que si je devais estimer, j'avais un niveau de coréen A2. Voilà, ce qui n'est vraiment pas fifou. C'est pas rien, mais c'est pas fou. Alors là-bas, j'ai dû donc aller dans une université coréenne. Donc je suis partie à Sungshin Women's University. Qui est donc une université de femmes. Je l'ai choisie parce que effectivement je n'avais pas envie d'être dans une université mixte et j'ai beaucoup aimé cette université mais on en reparlera plus tard. Et je devais donc choisir des cours là-bas et faire mon année avec les cours qu'il y avait là-bas et valider donc tout ce que j'avais à valider. Je suis donc partie solo mais pas vraiment solo parce que j'étais encadrée par l'université et je suis pas spécifiquement partie avec un groupe d'amis, même si je m'en suis fait là-bas et que je me suis rapprochée de certains camarades. Mais à la base, c'est un départ qui s'est fait un peu solo, mais encadré par l'université. Donc, on va parler du plus important, la réalité du quotidien là-bas quand on arrive. Donc, tout ce qui va être aussi logement, ma routine, les transports, la nourriture, etc. Le quotidien de manière générale. Alors, en ce qui concerne le logement, ça n'a pas été spécifiquement difficile à trouver parce que du coup moi je suis passée uniquement par Airbnb. J'ai des amis qui sont passés par d'autres choses, par des sites pour trouver des Goshiwon, qui sont donc du coup des toutes petites chambres et qui sont donc passés directement par des propriétaires coréens. Et j'ai aussi des amis qui sont passés par des share house et ça s'est super bien passé, ils n'ont pas eu de problème. Même s'ils ne parlaient pas spécifiquement coréen, ils ont pu trouver via ça. J'avoue que j'avais pas envie de me compliquer la vie, donc moi je suis passée par Airbnb. Je sais cependant que maintenant c'est un peu plus compliqué. La Corée du Sud a resserré les
les règles en ce qui concerne les Airbnb sur longue durée, donc je crois que ce n'est plus quelque chose d'envisageable, mais en tout cas moi je suis passée par Airbnb, un appartement toute seule que je payais aux alentours de 650 €, ce que je trouve assez élevé mais pas non plus excessif. Faut pas oublier que j'étais juste à côté de ma fac, que j'étais, enfin on est à Séoul, hein, en pleine capitale. Donc 650 € ça me paraît plutôt raisonnable. Après c'est sûr que ça fait quand même un budget, hein. C'était pas non plus donné. Mais je veux dire, quand je vois les étudiants à Paris, le loyer qu'ils paient, ça me paraît pas non plus déraisonnable en étant à Séoul de payer ce type de loyer pour un petit appartement qui était vraiment très sympa. Alors il y avait tout était dans une pièce sauf la salle de bain qui est dans une pièce différente. Mais du coup j'avais ma cuisine, mon lit dans la même pièce. C'était quand même pas trop petit mais pas non plus gigantesque, mais c'était pas non plus trop petit. Et j'avais ma petite salle de bain qui était, ma foi, très appréciable avec du coup les toilettes à l'intérieur, mais ça c'est une spécificité coréenne. Donc voilà, avec quoi je suis partie. J'ai pris d'abord un logement seul, mais par la suite j'ai fini par me mettre en coloc avec deux amis à moi. Je vous fais des petits bisous. Et en gros, pareil, on est passé par Airbnb. On a pris une petite maison avec trois chambres différentes, une cuisine et une salle de bain. Donc une super chouette maison qui se trouvait cependant dans une rue assez en pente, on va dire. Donc c'était pas non plus, voilà. C'était quand même raisonnable au niveau du loyer, on payait 500 € par personne, sachant qu'on avait largement la place, les chambres étaient quand même correctes. Le seul bémol qu'on a eu sur cet appartement, ça a été les cafards. Voilà. Ça a été un gros bémol pour nous. Honnêtement, alors on n'était pas non plus envahis, mais par contre on en voyait quand même. Ça a été source d'angoisse à plusieurs moments pour moi. J'en ai parlé à plusieurs reprises au propriétaire. Qui a fait des choses sans trop en faire. J'étais quand même très soulagée de partir comme quand j'ai dû mettre les voiles. J'avoue que ça a été le plus gros point noir, mais s'il y avait pas... Après, je sais que c'est un problème récurrent en Corée, hein, malgré tout, mais il y en avait quand même un peu trop à mon goût. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été genre vraiment un logement incroyable, pour le coup. En ce qui concerne la nourriture, alors ça a été un peu difficile de changer mon alimentation. C'est pas mal épicé là-bas, même s'il n'y a pas que ça. Attention, je tiens à le dire, il n'y a pas que des choses épicées. Il y a des Coréens qui n'aiment pas manger épicé, hein, donc il n'y a pas que ça. Malgré tout, quand vous allez dans des restaurants de manière générale, ça peut être un peu plus relevé qu'en France parce que malgré tout, épicé veut pas forcément dire pimenté, mais on n'a pas non plus forcément l'habitude de manger hyper épicé en France. Donc voilà, ça a été un peu difficile au début. Après, on mange très bien, il y a des super spécialités locales. C'est juste que après, quand il faut cuisiner soi-même à la maison, c'est là où ça pose un tout petit peu problème parce que les courses sont plus chères qu'en France de manière générale. Il y a moins surtout de variété et de diversité. Ça c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué en arrivant là-bas, c'est la diversité au niveau de ce qu'on peut acheter. Et je n'achetais pas que dans les petits magasins, j'achetais sur Coupang, donc là où il y avait le plus de diversité en soi. Mais il est vrai que comparé à la France, il y a moins de diversité au niveau des rayons. Après, voilà. C'est ok, c'est juste que forcément ça a été un peu plus difficile de m'adapter quand il a fallu faire à manger, il a fallu que je revoie des recettes, etc. Mais c'est tout à fait faisable et au final on mange quand même assez bien. Après, en ce qui concerne ma routine de manière générale, la Corée est vraiment genre hyper convenient, genre elle facilite tout. C'est-à-dire que je faisais mes courses sur Coupang, donc je faisais mes courses la veille, elles étaient livrées le lendemain devant ma porte, que demander de plus. Les transports, il n'y a pas de retard. Tout est fait, enfin il y a des cafés partout, donc quand on commande quelque chose, ça va vite. Tout est fait pour que ce soit hyper smooth, fluide. Et pour le coup, j'avoue que c'est ce qui manque un peu de la Corée, ce côté très tout est plus simple, tout est plus facile. Alors
quand je dis ça, je parle évidemment juste de choses du quotidien, comme aller faire ses courses, comme aller commander à manger, pouvoir manger au restaurant. Et évidemment, ça ne veut pas dire que la vie en Corée du Sud est fait que de paillettes. Je dis juste que c'est vrai que ce côté hyper facilitant de la Corée, je sais pas comment l'exprimer en français, mais le mot que j'utiliserai en anglais serait convenient. Genre, on le retrouve forcément pas en France et j'avoue que c'était franchement super sympa. C'est pas difficile à comprendre, pareil, je sais que j'étais un peu stressée pour savoir comment me faire mes cartes de transport, etc. Au final, c'est pas si difficile que ça. Tout est bien indiqué. Je sais qu'on a tendance à dire que en Corée, ils parlent pas anglais. Alors c'est le cas, ils ne parlent pas tous anglais, mais comme en France, on ne parle pas tous anglais. Cependant, j'ai trouvé des gens qui étaient super sympas pour venir m'aider. La plupart des affichages sont aussi faits pour les touristes, surtout à Séoul. Quand par exemple j'allais sur les bornes pour faire ma carte de transport, etc., pour recharger ma carte de transport, il y avait la possibilité de mettre en anglais. Pareil, quand j'allais retirer de l'argent du coup, sur les trucs, c'était marqué en anglais et tout. Enfin, c'est pas si difficile et c'est pas si compliqué. Donc honnêtement, ça a été franchement un confort de vie incroyable. Vraiment, le mot c'est confort de vie. Donc, ouais, sur ça, sur ma vie au quotidien, finalement, ça n'a pas été si complexe, ça s'est bien passé. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'université, qui est quand même un point très important de mon départ en Corée du Sud. Comment était l'université en Corée? Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré mon université, donc qui, je rappelle, est Sungsil Women's University. C'est une super université. Alors, ça change beaucoup de nos facs en France. Faut pas oublier que nous, on y va gratuitement parce que c'est un échange universitaire, mais c'est des universités qui sont payantes. Dans cette université, il y avait tout. Il y avait un convenience store dans l'université, il y avait des restaurants dans l'université, c'était gigantesque, il y avait un café dans l'université, enfin, il y avait de tout. C'était vraiment hyper sympa d'être sur le campus. Je fais partie des petites universités, hein. Sungkyun Women's University, ça fait partie des petites universités, hein. C'est pas des grandes universités. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça donne un campus d'une grande université. Mais en tout cas, c'était incroyable. Ça change énormément de la France. À vivre en tant que étudiante en échange, 10 sur 10, j'ai adoré. Il y a des gens qui sont là pour vous aider au niveau des démarches administratives. C'était vraiment hyper sympa. En tout cas, en termes de lieu, j'ai adoré et Sungshi était vraiment une très belle université. En tout cas, de mon point de vue, j'ai adoré. En termes de cours, l'université en Corée, c'est pas si compliqué que ça. Il y a moins de cours en termes de volume horaire. On choisit nos cours à la carte. Donc après nous on est un petit peu bridé par notre université de base, qu'on doit évidemment suivre le parcours qu'on est en train de faire, donc il faut trouver des équivalences. Mais en tout cas on choisit nos cours à la carte, il y a des horaires au niveau des cours, etc. J'avais pas tant de cours par semaine que ça. Bon, après je me suis rajouté le cours intensif, ça c'est autre chose, mais de manière générale juste les cours basiques. On est sur du 15 heures semaine, pas plus. Les gens vont pas plus de 3 jours à la fac parce qu'en général ils casent un cours le matin, un cours l'après-midi, un cours le matin, un cours l'après-midi et ils sont tranquillou biloute. Par contre c'est un peu stressant au niveau de l'inscription au cours parce qu'il faut être présent, il faut cliquer, il y a des places limitées au cours, etc. Mais c'était intéressant. Je sais pas si je préfère ça plutôt que à ce qu'on fait en France avec un parcours prédéfini. Mais en tout cas, c'était intéressant à tester et ça m'a permis aussi d'avoir moins de cours et d'avoir des cours super intéressants à suivre. Parce que du coup, j'ai pu aussi me permettre de suivre quelques cours qui m'intriguaient et qui étaient vraiment sympas. Et on n'est pas trop dans les classes aussi, ça change. J'ai pas eu de CM en tout cas, enfin de gros cours avec beaucoup de monde en classe et tout. Donc c'était en général des cours avec pas plus de 20-30 personnes max, donc ça change beaucoup de l'université en France. Au niveau de la difficulté, c'était pas non plus super difficile. C'est-à-dire que le but, enfin en fait si t'apprends bien tes cours, t'es capable de les recracher après. Il n'y a pas de souci, moi j'ai pas trouvé ça hyper compliqué. Alors oui, ça demande de l'apprentissage, ça demande d'être sérieux au niveau de ses cours, ça c'est certain, mais comme partout. Mais j'ai pas trouvé ça plus difficile que dans une université française, honnêtement. Donc voilà.
C'est juste très différent, ils ont des manières différentes d'évaluer aussi. J'ai pas eu à faire 8 pages de dissertation en anglais quand j'étais à l'université en Corée. Par contre, en France, c'est le cas. J'ai plus eu des QCM ou des petits trucs, des projets à rendre aussi. Ils font pas mal de projets à rendre. Donc voilà. Donc j'ai trouvé les cours super sympas, pas plus difficiles et plutôt intéressants dans la manière dont ça se mettait en place. J'ai aussi fait des cours intensifs de coréen. Donc les cours intensifs de coréen, ça va être aussi les cours que peuvent prendre les personnes qui viennent pas en échange universitaire mais qui viennent pour des études et apprendre la langue coréenne. En gros, c'est ces cours-là. Moi, je pouvais les prendre en plus. Il y a juste fallu que voilà, payer un supplément, mais en gros, je pouvais les prendre en plus. Alors j'avais 4 heures par jour de coréen. C'est effectivement intensif. Par contre, il n'y a rien de mieux pour améliorer son coréen si on est vraiment investi dans le cours. Et mon coréen s'est nettement amélioré, surtout la compréhension. C'est vrai que maintenant que ça fait 10 mois, enfin ça fait déjà 6 mois que je suis rentrée en France quasiment et que j'ai pas spécifiquement continuer à parler coréen, etc. J'avoue que je dois avoir perdu du niveau. Mais il est vrai que j'avais gagné du niveau de fou. J'aurais aimé plus m'investir. Après, il fallait pas que j'oublie que ça, c'était un cours secondaire pour moi. Ça n'allait pas m'aider à valider ma licence. Donc c'est vrai que je me suis pas investie à 100%, mais je me dis que quand on peut s'y investir à 100%, ça aide à évoluer son coréen un max. Et j'ai vraiment adoré. On pouvait échanger avec les profs, il y avait beaucoup d'écoute et d'expression aussi. Et ça, c'est super important. Il n'y a rien de mieux que de s'exprimer pour avancer dans la langue. Donc si vous prévoyez de partir juste pour apprendre la langue, donc faire ces fameux cours intensifs de coréen, sachez que c'est vraiment une très bonne expérience. Je regarde un très bon souvenir. Après, il faut venir pour étudier. Il va y avoir des devoirs à rendre tous les jours. Il va falloir apprendre, il va falloir être investi. Ça reste quand même des cours. On est là pour apprendre. Mais si vous êtes prêt à vous investir et que vous avez vraiment envie d'évoluer en coréen, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. En plus, en tout cas, moi, tous mes profs étaient natifs, donc c'était hyper intéressant. On ne parlait que en coréen. Il n'y avait pas... Alors ça, c'est peut-être ce qui peut faire un peu peur, ça ne parle qu'en coréen. Donc les explications se font aussi en coréen. Mais après, ça... Des fois, ça peut être difficile. Des fois, c'est là où il me manquait d'un prof qui puisse m'expliquer en anglais quand vraiment je bloquais sur une compréhension. Après, bah, il y a plein de ressources sur internet qui peuvent vous l'expliquer, soit en anglais, soit dans votre langue. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Avoir des natifs, c'était vraiment incroyable. Ensuite, on va parler du social. Est-ce que j'ai rencontré des gens? Est-ce que c'est facile de se faire des amis en Corée? Et j'avais déjà 2 amies coréennes avant de partir en Corée. On s'est rencontrées, elles étaient en échange à la fac en France, avec qui du coup j'ai pu vraiment nouer une très belle amitié en Corée. On a pu vraiment passer beaucoup de temps ensemble et c'était vraiment cool. Euh, mais j'ai aussi participé à des clubs à mon université, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes natives, mais aussi des personnes étrangères avec qui j'ai lié des bonnes amitiés, avec qui j'ai passé surtout des bons moments. Parce qu'à l'heure actuelle, on se parle plus spécifiquement, on se suit toujours, on prend toujours des petites news, je pense, sur les stories de chacun. Mais j'ai aussi rencontré du coup une coréenne avec qui je suis devenue très amie, donc que j'ai rencontré vraiment via un truc de club tutorat. C'était vraiment sympa et on a continué à garder contact. Mais en soi, je trouve pas ça plus difficile de se faire des amis en Corée qu'en France. Après, c'est sûr que vous ne parlez pas votre langue, faut pas oublier que vous êtes étranger, donc ça va forcément jouer un rôle. Si vous ne parlez pas leur langue et que eux ne parlent pas l'anglais et n'ont pas spécifiquement envie de communiquer en anglais, voilà, c'est plus difficile, mais par contre, il y a plein d'associations, alors que ce soit à l'université ou que ce soit même en dehors de l'université, il y a des associations qui sont faites pour des rencontres interculturelles et c'est toujours hyper sympa. Ça permet de rencontrer et des gens de nationalités différentes qui sont venus ici, donc de se faire des amis un peu partout dans le monde, mais aussi de rencontrer des locaux. Donc voilà. Après, moi, les amis que je m'étais faites, je me les étais faites déjà en France, donc c'est pas spécifiquement lié à mon départ en Corée du Sud. Mais enfin, je connais des gens qui ont toujours des amis locaux sur place. Je me suis aussi fait une autre amie en plus. Et surtout, j'ai rencontré plein de gens, que ce soit... Après, moi, je m'interdisais pas d'être amie avec des Françaises. Je sais que certaines personnes voulaient pas se faire des amis de leur propre pays. Je trouve ça dommage parce que au final
Ça a fait juste des super rencontres qu'on n'aurait peut-être pas fait en France. Et surtout, ça rapproche en fait d'être dans un pays étranger, de vivre la même expérience ensemble. Donc voilà, ça a été une super expérience et j'ai rencontré surtout plein de gens de plein de nationalités différentes et ça a été hyper enrichissant. Après, je vais pas te mentir, je sais qu'il y a des gens qui se sont sentis pas mal seuls en Corée du Sud. Moi, ça n'a pas été mon cas. Euh, j'ai pas ressenti le homesick. J'ai une amie qui l'a ressenti le homesick. Je pense que c'est vraiment genre personnel. Il y a des gens qui vont plus le ressentir ou moins le ressentir. Après ça passe, surtout si on est bien entouré, ça passe. Il faut aussi s'occuper et faire des choses, ce qui permet aussi d'occuper son cerveau, mais ça n'empêchera pas qu'on puisse se sentir un petit peu voilà, triste le soir, etc. Il y en a pour qui ça va être plus intense, beaucoup plus difficile à vivre. On peut pas le savoir tant qu'on n'est pas parti, honnêtement. Faut pas oublier que quand on part dans un pays, ça peut mal se passer, mais on peut toujours prendre un billet retour. Donc vous empêchez pas de faire une expérience à l'étranger juste parce que vous avez peur de subir du coup le mal du pays et et d'être triste parce que ça peut arriver, c'est un risque qu'on prend parce qu'on ne sait peut-être pas à ce moment-là où sont nos limites par rapport à ça, notre limite de temps éloigné de nos proches, éloigné de notre maison, éloigné de notre pays d'origine. Mais, il faut pas s'empêcher de vivre une expérience juste parce qu'on a peur de ça. Faut pas oublier qu'on peut toujours prendre un billet retour. Mais que au moins, même si on est parti, ça nous aura appris quelque chose sur nous-mêmes. Donc voilà. En tout cas, moi je l'ai pas spécifiquement ressenti en étant partie. Donc voilà. Au contraire, j'ai plus envie de repartir à l'étranger que je n'avais envie de rentrer. Donc c'est propre à chacun et puis on le découvre sur place aussi. Et puis pour certains qui l'ont ressenti, bah voilà, ils se sont entourés de leurs amis sur place et ça a fini par passer. C'était un petit peu dur, mais ça a fini par passer. Ça peut arriver à des dates assez différentes. Des fois, ça peut arriver au début, des fois pour des personnes, ça va être en plein milieu, des fois, ça va être à la fin parce que ça commence à être long et tiré. Enfin, c'est propre à chacun, honnêtement. On va parler maintenant de budget. Un bilan budget de ce que j'ai dépensé. Je vais plutôt vous dire combien j'avais par mois. C'est-à-dire que mon budget n'a pas trop augmenté comparé à mon année universitaire au Havre, tout simplement parce que je ne suis pas originaire du Havre, donc je payais un logement là-bas, etc. Donc mes parents me versaient de l'argent. À savoir que voilà, moi mes parents me versaient de l'argent, j'avais la bourse, donc je touchais 580 € de bourse. Mes deux parents me versaient 300 € chacun de bourse. Non, j'avais un de mes parents qui me versait 400 € de bourse. Donc j'étais à toc toc toc, on va dire 1200 à peu près. Bon, je vous mets le calcul exact ici. Mais voilà avec quoi je vivais au quotidien, ce qui m'a été largement suffisant. Ça me permettait aussi de sortir, ça me permettait de faire d'autres choses. J'ai pu aussi faire quelques voyages. J'ai pu mettre de côté pour un voyage à la fin de l'année. Enfin, ça m'a permis, c'était vraiment large. Je pense que avec 1000 € par mois, on peut largement s'en sortir, voire même avec moins que ça, parce que j'ai des amis qui sont partis avec moins que ça. Moi, j'avais quand même un logement qui prenait une partie de mon budget. C'était un parti pris parce que pour moi, c'était important d'être dans un logement où je me sentais bien. Il y a des gens pour qui c'était pas spécifiquement le plus important et ils le vivaient très bien avec un petit logement, donc les Goshiwan, qui payaient seulement 300 € par mois. Donc voilà, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi je suis partie avec ça tous les mois, plus le fait que j'ai eu une bourse, il me semble, d'à peu près 2000 €. C'est une sorte de bourse, un peu comme les bourses Erasmus, mais du coup pour l'Asie. Donc c'était parce que je partais en échange universitaire, donc qui ont été très appréciables, hein, on va pas se mentir, parce que bah, ça voilà, il faut payer le billet d'avion. Billet d'avion d'aller, je l'ai payé assez cher, j'ai payé plus de 1000 € parce que j'avais décidé de partir via Air France, etc. J'étais hyper stressée, c'était mon premier vol long courrier, donc j'avoue que je voulais absolument une très bonne compagnie, etc. J'étais hyper stressée. J'avais 2 valises avec moi. Mais pour le retour, j'ai pris un vol T-Way qui m'a coûté quasiment rien et ma meilleure amie qui m'a rejoint à la fin de mon séjour pour un voyage, donc a fait un aller-retour France-Corée. Elle a payé son aller-retour France-Corée 900 € il me semble. Donc voilà.
Je pense que c'est des budgets. En fait, je peux pas vous donner un réel budget parce que j'ai pas tout calculé, mais en gros, voilà avec quoi j'ai vécu et voilà à peu près comment je m'en suis sortie. Après, je faisais attention sur mes courses. Je sortais pas tous les week-ends, mais par contre, j'allais au café. Vous voyez, j'investissais. J'aime bien aller travailler au café, donc c'est vrai que j'investissais là-dedans. J'aime bien aussi faire des sorties avec mes potes, donc j'investissais aussi là-dedans. Mais je pense qu'un budget c'est propre à chacun, propre à ce qu'on a envie de faire. J'ai aussi pu partir en Chine avec une amie. On a réussi à trouver des vols pas trop chers, un hôtel pas trop cher. Je crois on a eu par personne pour 400 €, vol compris, hôtel compris. Donc ce qui allait pour une semaine et demie, non, une semaine en Chine. Donc voilà. Je suis partie aussi à la fin de mon séjour au Japon, donc pareil, voilà, j'ai fait Busan, j'ai visité aussi Jeju et une autre ville, mais dont je n'ai plus le nom, shame on me, mais une autre ville aussi, donc j'ai quand même pu pas mal bouger. Voilà, ça peut vous donner une idée, j'ai pas de plan précis ni de budget précis, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Après, il fallait prendre aussi en compte les abonnements, transport, je payais aussi le téléphone, enfin bref. Voilou. Donc ça, c'est un peu un résumé technique de mon année. Maintenant, si on parle plus de mon expérience de manière générale, donc mes meilleurs et mes pires moments, j'ai à la fois eu des moments hyper difficiles là-bas, comme des super moments. Pour moi, ça reste une de mes meilleures années de ma vie, tout simplement. J'ai adoré partir à l'étranger, j'ai adoré découvrir des choses, j'ai vécu des super moments, j'ai rencontré des super personnes. Mon voyage en Chine, ça a été un moment incroyable que je n'oublierai pas. Il y a des personnes que j'ai pu voir aussi. Enfin, ça a été super et franchement, moi je n'en retiens que du positif. J'ai eu évidemment du négatif, il a fallu que je me rende à l'immigration parce que j'ai eu quelques soucis au niveau de mon visa, enfin ce genre de choses. Bon, voilà, on en reparle, je vous l'ai dit plus tôt, mais mon logement où il y avait les cafards là, ça a été un moment pas très fou. Euh, les cours ça a été aussi stressant, il y a eu des moments où je me suis sentie aussi un peu voilà en down. Après c'est comme partout, enfin pas parce que vous avez arrivé en Corée du Sud que ça va être incroyable. Cependant j'ai adoré mon année là-bas, me faire de nouvelles expériences et rencontrer de nouvelles personnes, ça a été vraiment genre le point tournant pour moi. Parce que j'ai découvert le fait que j'adorais aller à l'étranger. J'ai adoré ça, j'ai adoré découvrir de nouvelles choses et ça m'a juste redonné envie de partir ailleurs. Comme je l'ai déjà dit du coup dans ma vidéo précédente, j'ai annoncé que je partais en Nouvelle-Zélande et c'est clairement parce que je me suis rendu compte que j'adorais être à l'étranger et que je me sentais pas trop homesick. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Je sais que pour certaines personnes, ça a été difficile, que au bout de 6 mois, elles avaient déjà envie de rentrer parce que leurs proches leur manquaient, etc. Et je pense que chaque expérience est différente. Donc même si moi je vous dis que ça s'est super bien passé, bah peut-être que pour d'autres personnes ça peut être plus difficile. Moi, un an, ça a été très court. Il y en a pour qui 6 mois ça a déjà été long, mais comme pour certains, 6 mois ils l'ont vu passer comme ça, ils ont regretté de ne pas avoir pris plus longtemps. Donc voilà. En tout cas, moi, mon retour d'expérience est très positif. Voilà. Ce que j'aurais aimé savoir avant de partir, honnêtement, si je pourrais conclure la vidéo là-dessus, euh, c'est qu'il faut se laisser vivre, tout simplement. En fait, quand on part à l'étranger, on a tendance à consommer énormément de contenu autour, à essayer de tout anticiper. Mais en fait, on ne pourra jamais tout anticiper. Chaque expérience est différente. Ce qui nous arrive à tous et à chacun est hyper différent. Donc, il faut voilà, savoir prendre le moment comme il vient. Essayer de laisser les choses venir et gérer au moment venu. Après, il y a des expériences qui peuvent être un peu compliquées, mais on va réussir à les manage et puis ça vaudra, enfin, ce sera rien comparé à tout le positif que ça aura pu nous apporter. Donc voilà. En tout cas, c'est mon petit retour d'expérience assez bref, même si la vidéo me paraît quand même vachement longue. C'est vraiment tout ce que moi j'ai pensé à vous dire dans cette vidéo, mais je laisse une
possible partie 2 en fait de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire. Je vous répondrai dans une vidéo partie 2 FAQ, donc qui sera vraiment focus sur le fait de répondre à vos questions précises. Si vous préparez une année d'échange universitaire, une année de PVT, une année d'études, n'hésitez pas, si vous avez des questions précises, posez-les en commentaire. Si je vois que j'ai assez de questions, j'en ferai une partie 2 où je répondrai du coup très spécifiquement aux points qui vous questionnent, parce que j'imagine que ma vidéo, même si j'essaie d'être la plus complète possible, ne l'est pas du tout. Donc voilà. N'hésitez pas en commentaire, likez si la vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux, donc sur YouTube, sur TikTok qui pour l'instant est inactif, et surtout sur mon Instagram. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!